Les avocats de la famille Bongo demandent la libération de la famille immédiatement et sans condition. En août dernier, la famille avait été arrêtée et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre en fait c'est quoi les conditions de détention de la famille, quelles actions ont été posées en fait à l'issue de ces arrestations-là et surtout c'est quoi le contenu de cette fameuse plainte-là. Salut, c'est Steve et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es intéressé par l'actualité africaine, par la politique, l'économie, la culture, les faits divers, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube, active la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles de l'actualité africaine. Donc, chaque jour de lundi à vendredi, je fais une vidéo qui traite d'un sujet de l'actualité africaine. Donc, avant d'attaquer le vif du sujet, on va essayer un peu de balayer rapidement l'histoire, on va dire les grandes lignes de la politique au Gabon. Donc, il faut savoir que le père de Ali Bongo, donc Omar Bongo, a fait 42 ans au pouvoir. Donc, il est décédé en 2009. Et donc, à l'issue, en fait, bon, après son décès, le fils Ali Bongo a gagné les élections 2 mois plus tard. Et donc, il est resté au pouvoir de 2009 à 2023, soit 14 ans. Donc, le père a fait 42 ans au pouvoir et le fils a fait 14 ans au pouvoir. Donc, ça fait 56 ans déjà au pouvoir père-fils. Maintenant, en fait, en 2023, il a encore été réélu pour un nouveau mandat. Mais sauf que après cette réélection-là, beaucoup de personnes n'étaient pas contentes parce que beaucoup de personnes parlaient d'élections tripatouillées. Et donc, le commandant de la garde présidentielle, Brice Oligui Nguema, en fait, a repris le pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir. Et après cela, il a donc arrêté la famille Bongo, la famille directe, ça veut dire Ali Bongo, sa femme Sylvia, avec leurs 3 enfants. Donc, dans cette vidéo, on va, comme j'ai dit en introduction, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre c'est quoi les conditions de détention, c'est quoi en fait l'objet de cette plainte-là. Donc, la famille directe Bongo est composée de, on va dire, son cas 5, Ali Bongo, Sylvia Bongo, Nourdin et les deux petits. Voilà. Donc, quand je dis les deux petits, ce ne sont pas les petits, mais les deux derniers. Donc, en fait, ils ont tous été arrêtés, mais Sylvia et Nourdin, c'est les deux qui, en fait, subissent le plus la fureur du nouveau régime. Les deux ont été placés en prison, tandis que Ali Bongo a été mis en résidence surveillée. Ensuite, il a été séparé des deux derniers et les deux aussi ont été mis en résidence surveillée. Donc, eux tous, ils sont en détention, mais avec, on va dire, des modes différents. Donc, il y a Ali Bongo qui est en résidence surveillée, les deux petits en résidence surveillée. Ensuite, Sylvia, la mère, et Nourdin, les deux sont maintenant en prison. Donc, ils sont directement en prison. Parce qu'il y a plusieurs chefs d'accusation qui sont adressés contre eux. Donc, les avocats ont déposé une plainte pour arrestation arbitraire et détention arbitraire. Ils ont d'abord déposé la plainte au parquet de Paris, parce qu'il faut rappeler que Sylvia et Nourdin sont deux Français, donc ils ont la nationalité française. Ils ont déposé une plainte au parquet de Paris. Cette plainte-là n'a pas abouti. Ensuite, donc, ils ont déposé là maintenant une plainte en fait à l'ONU pour détention arbitraire. Donc, ils veulent simplement que Nourdin et Sylvia soient libérés. Mais on va se rendre compte que, en fait, c'est presque impossible qu'ils soient libérés parce que les chefs d'accusation les chefs d'accusation contre Nourdin et Sylvia sont tellement graves. Je vais essayer de vous lire un peu les différents chefs d'accusation. Donc, en fait, Nourdin comme sa mère, ils sont accusés de haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active et trafic de stupéfiants. Vous voyez quand même que ça, c'est vraiment, ça c'est, en fait, ces choses d'accusation aussi méritent une peine, en fait, de perpétuité. Donc, c'est pas possible que cette plainte-là, la plainte des avocats soit recevable. Donc, rapidement, en fait, pour revenir un peu sur Nourdin, il a fait de très bonnes études. Après, il a géré plusieurs sociétés au Gabon. Et après, en 2019, il a été nommé comme coordinateur, en fait, des services de l'État, donc des services de la présidence. Donc, il était un peu comme un super directeur de cabinet. Donc, c'est lui qui gérait un peu tout ce qui se passait à la présidence. Et Ali Bongo a plusieurs fois subi des maladies très graves. Donc, il a plusieurs fois subi des AVC. Du coup, pendant longtemps, il n'était pas là. Et il s'est dit que c'est lui qui gérait un peu les affaires du pays. Et en fait, quand il avait été nommé à cette position-là en 2019, beaucoup voyaient ça un peu comme une préparation à la succession. Non, le père Omar a pris le pouvoir, Ali Bongo était en train de gérer le pouvoir, et il savait que tôt ou tard, il allait s'en aller. Donc, du coup, ce poste-là qu'il donnait, parce qu'il était le numéro 2 du parti au pouvoir. Donc, clairement, c'était une succession qu'il était en train de préparer. Donc, une fois que Sylvia et Nourdin ont été arrêtés, après le coup d'État, vous avez vu les vidéos circuler sur Internet, ils ont maintenant été interrogés de manière très musclée. Dans la plainte, en fait, là, on va essayer d'entrer dans la plainte qui a été déposée à l'ONU. Donc, dans cette plainte-là, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés. Notamment, en fait, il y a plusieurs éléments de torture psychologique et physique qui ont été subis par Nourdin et par Sylvia. Donc, surtout par Nourdin, en fait, parce que c'est Nourdin qui a subi les plus grandes, en fait, troubles, les plus grandes tortures, on va dire, physiques et psychologiques.
Donc, parmi ces tortures-là, il y a des coups de marteau sur les pieds, il y a des tasers, des coups de fouet, dormir dans une cellule inondée d'eau. Il y a aussi en fait, il a aussi été enfermé dans une prison, donc dans le compartiment des fous dans la prison. Ouais, c'est quand même, c'est quand même assez traumatisant. Imaginons vous enfermer dans une prison remplie de fous. Voilà, donc ils ont un peu essayé de dénoncer tout cela et en fait, il faut simplement que justice soit faite. Mais ce qui est intéressant, la partie la plus intéressante quand même, c'est que, bon, avant d'arriver à cette partie-là, déjà, Nourdin, en fait, il a des conditions de détention assez difficiles. Donc, dans une petite prison, il ne sort pas, etc. Donc, il a vraiment des conditions de détention assez difficiles. Tandis que Sylvia, elle, au début, elle avait aussi des conditions de détention difficiles. Donc, elle mangeait juste du pain et de la sardine chaque jour. Mais maintenant, en fait, elle a des conditions un peu plus améliorées. Par exemple, elle mange les repas de son cuisinier personnel. Déjà, à ce point, je ne sais pas ce que vous pensez, mais pour moi, je pense que ça ne devrait pas exister, en fait. Ça ne devrait pas exister parce que comment se fait-il que vous êtes en prison après avoir connu de telles, après être accusé de telles choses, en fait. On parle quand même de haute trahison de l'État, on parle de trafic de stupéfiants, on parle de détournement de fonds en bande organisée, mais vous ne pouvez pas quand même continuer à manger vos petits homards, voilà, vos petits plats bien raffinés de votre cuisinier personnel. Donc, je pense que, et bon, généralement, c'est comme ça dans les prisons VIP. Donc, lorsqu'on arrête les ministres, en tout cas, les hautes personnalités, ils ont toujours un traitement de faveur. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que une fois que les deux ont été arrêtés, le parti au pouvoir a vraiment mis la pression. Ils ont mis la pression en fait pour pouvoir récupérer un maximum en fait de patrimoine chez les Bongo. Donc ils ont essayé de capter certains biens immobiliers. Ils ont posé les questions en fait pour en fait avoir pour savoir là où ils ont planqué de l'argent pour pouvoir récupérer tout l'argent et que l'argent revienne dans les caisses de l'État. Mais moi, en fait, ce que je pense, en fait, de cette affaire-là, c'est que une fois qu'on a arrêté ces dirigeants-là, une fois que les enquêtes ont été menées, une fois que c'est prouvé qu'ils ont été, bon, qu'ils sont coupables de haute trahison, de malversation financière, de détournement de fonds en bande organisée, etc., la prochaine étape doit être de se rassurer qu'on récupère 100% en fait de tous les biens qu'ils ont dérobés et même de leurs biens en fait parce que la plupart seraient dans les biens mal acquis si ils sont vraiment ils sont coupables de ces faits-là. Donc je pense en fait que c'est la partie la plus importante en fait. Et je pense aussi qu'il doit y avoir plus de transparence à ce niveau. Donc, normalement, en fait, il doit y avoir un bilan qui voilà, retrace en fait tout ce qu'on a pu récupérer et comment ça a été reparti en fait. Parce qu'il ne faudrait pas que ces biens, ces comptes, ces millions d'euros qui sont récupérés soient en fait dilapidés par la suite. Donc, il faudrait vraiment que ce soit tracé, d'après ce que je pense, soit vraiment tracé et que ce soit vraiment remis à la caisse de l'État. Parce que plusieurs pays africains, lorsqu'on arrête des dirigeants véreux, ce qui est choquant souvent, c'est qu'au final, on n'arrive pas à récupérer l'argent qu'ils ont volé. Du coup, ils peuvent purger leur peine, même si c'est toute leur vie. Après, ils savent que les enfants seront bien parce qu'ils ont des millions d'euros dans des comptes offshore, ils ont des maisons un peu partout. Donc, vraiment, j'espère qu'ils vont pouvoir tout capter cette richesse-là et que cette richesse sera remise au peuple gabonais. Eh bien, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les personnalités publiques importantes aient des conditions, autant pour moi, de détention assez intéressantes? Ou est-ce que vous pensez qu'on doit aussi absolument libérer Sylvia et ses enfants sans condition? Dites-moi cela dans l'espace commentaire.